Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 83e épisode, et oui, chers amis, chers auditeurs et auditrices, la saison 4. Aujourd'hui, nous allons, je crois, à Aix-la-Chapelle, Aachen en allemand, rencontrer Nathalie Pasquier, qui va nous parler de sophrologie, stress santé et santé mentale au travail. Tout un sujet, mais avant tout, bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Bonjour Joël, eh bien écoute, ça va très bien, il fait très beau ici à Aachen, ça s'annonce une journée estivale, donc tout va bien et je suis ravie d'être avec toi. Je te remercie enfin on a pu se trouver un slot pour enregistrer cet épisode avec cette thématique, plein de sujets très intéressants de ta part. J'en profite aussi pour remercier au passage Anne-Christelle Betz, à Berlin, que vous pouvez écouter à l'épisode 41 qui est de Emploi Allemagne. Comme toi et moi, je crois qu'on est membres tous les deux. On a mis en contact. Donc on lui envoie un petit clin d'œil si elle nous écoute. À bientôt à Berlin, qui sait. Mais bon, revenons à l'épisode d'aujourd'hui. Nathalie, tu connais un peu le format, comment nous fonctionnons sur le podcast de Monsieur Joe. Nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Nathalie, c'est à toi. Bon. Eh bien, je suis donc, je suis née à Paris, moi, pour commencer mon parcours. Je suis née à Paris, mais je suis assez vite partie en fait à l'étranger, puisque à l'âge de 3 ans, je suis partie vivre au Maroc pendant 3 ans et demi. Voilà, j'avais un père qui travaillait dans une banque en fait, et il avait été muté dans une banque à Agadir. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'expérience à l'étranger. Auparavant, quand il n'était pas encore marié, il avait travaillé dans une société pétrolière en Libye. Et c'était vraiment quelque chose qu'il appréciait beaucoup. Il s'est beaucoup développé à l'étranger. Et je pense que moi, sans avoir de souvenirs bien précis du Maroc, en tout cas, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a donné le goût du voyage, parce que ça m'accompagne depuis toujours. Donc voilà, on a habité au Maroc pendant 3 ans et demi, puis retour en France et retour en Lorraine. Donc là, c'était un petit peu différent, je peux penser. Pas vraiment le même climat, pas vraiment les mêmes gens. Donc je crois que mon père, il était très souvent de mauvais poil à ce moment-là, parce que ça lui a fait un choc. Oui, je peux imaginer. Donc moi, j'ai fait mes études, j'ai continué à faire mes études en Lorraine, et puis ensuite, je me suis spécialisée dans le droit. À l'époque, je ne savais pas trop quoi faire, à vrai dire, en sortant du bac. Comme beaucoup. J'ai fait du droit. Comme beaucoup, effectivement. Et d'ailleurs, j'en vois beaucoup des gens comme ça maintenant dans ma profession qui n'ont pas su s'orienter. Ok. Donc droit, puis spécialisation en ressources humaines, parce que j'avais constaté que c'était vraiment l'aspect humain qui m'intéressait, moi, dans la partie professionnelle et dans la partie juridique. Et puis fort logiquement, j'ai commencé à travailler dans des services de ressources humaines. J'ai travaillé pendant 20-25 ans à Paris, en général plutôt dans des groupes, dans divers secteurs d'activité. Pour te dire, je suis passée du transport de marchandises par conteneur sous filiale de la SNCF à un centre de recherche en agronomie tropicale, qui travaillait donc dans le monde entier. Après, j'ai travaillé dans le secteur de l'édition et la distribution du livre pendant à peu près 8 ans, milieu que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, parce que je suis une grande lectrice. Ah, donc direct à la source, c'est bien ça. Ah ouais, ça, j'étais vraiment à la source, et il y avait chaque année, tu sais, ils mettaient à la disposition du personnel les retours, les invendus. Il y avait une grande braderie, et moi j'y allais toujours, et je repartais avec ma voiture pleine de bouquins. Je me suis constitué une bibliothèque fabuleuse avec ça, c'est intéressant ça. Ah ouais, c'était génial. Okay. Et puis ensuite, j'ai évolué dans
dans cette profession, puisque petit à petit, j'ai pris des responsabilités. J'ai eu mon premier poste de responsable ressources humaines dans ce groupe d'édition, d'ailleurs, qui éditait, tu sais, aussi les Jeux Nathan. Je ne sais pas si tu te souviens de cette entreprise qui a été rachetée depuis par Ravensburger. Oui. Voilà, avec les jeux éducatifs, Oui. les cahiers les travaux de vacances. Les fameux carnets de vacances, oui, ça j'ai connu. Je connais aussi, ouais. Voilà. Moi, j'étais mon premier poste de responsable ressources humaines, c'était chez eux. Il y avait 2 usines de fabrication des jeux, une en région parisienne et une en Bretagne. Donc intéressant mais compliqué parce que justement l'entreprise fonctionnait de moins en moins bien. C'était une entreprise très vieillissante et on m'a demandé à faire un plan social. Ça c'est difficile. J'ai très très mal vécu cette expérience et en fait j'ai craqué. C'était voilà ma première grosse prise de conscience que vraiment ce métier-là comportait des aspects qui étaient assez difficiles à gérer et douloureux psychologiquement pour moi. Donc j'ai du coup fait une petite pause après cette expérience-là. Alors, je sais que pour t'interrompre, Nathalie, c'est vrai que ce sujet RH, et c'est intéressant parce que bien sûr, en RH, tu peux te retrouver dans des secteurs, dans des industries ou des secteurs complètement différents, mais ces thématiques en moment de crise, on va dire, on va pas trop détailler, mais j'ai eu des discussions des fois avec des amis RH ou même responsables techniques où à un moment, tu as un employé qui est là depuis des années et de devoir te séparer. Même si, tu vois, on essaie de mettre des clusters en disant on va enfin clusteriser, dire bon voilà, c'est du business, on va accompagner ces personnes pour trouver du travail. Il y a quand même, on est des êtres humains, il y a ce lien avec ces personnes-là, la personne avec qui tu as travaillé, se dire voilà, il y a une vie derrière, c'est très difficile. C'est vrai que des fois, ce genre de thématique est souvent faite par des départements extérieurs ou des gens extérieurs de la société parce que c'est dur, c'est très dur. Donc j'imagine que tu as fait une pause parce que psychologiquement, je peux imaginer que ça nous bouffe. Il n'y a pas d'autre terme. Et tu es reparti quand même après, tu es toujours resté dans le domaine des ressources humaines ? Alors oui, j'ai fait une pause et pendant cette pause, j'avais fait un bilan de compétences d'ailleurs. Pour essayer de me trouver un peu, de voir qu'est-ce qui pourrait mieux me correspondre. Et à l'époque, j'étais jeune, j'avais 30 ans, c'était vraiment 34 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui était ressorti en fait de ce bilan de compétences, c'est que j'avais l'évidence des compétences dans le domaine de la formation. Mais moi, à ce moment-là, la formation, je me sentais pas suffisamment armée, si tu veux, commencer à m'orienter vers ce milieu-là. Je ne voyais pas véritablement ce que je pouvais encore apporter aux gens. Je n'avais pas l'impression d'avoir suffisamment de bouteilles. Ouais, pour former les gens. Ouais. Voilà, exactement. Et ce qui fait que du coup, je suis finalement, j'ai recherché du travail. En fait, j'ai recherché du travail et je me suis dit, ce qui pourrait mieux me convenir, par exemple, c'est d'aller plutôt que vers des fonctions généralistes, type DRH, où là, vraiment, tu gères tous les problèmes au quotidien et c'est toi qui mènes tout ce type de plans sociaux et ce genre de choses. J'avais recherché plutôt des postes de responsable formation ou développement des compétences, mais j'étais déjà trop connotée généraliste et en fait, on ne me prenait pas pour des postes plus spécialisés. Sacro-sainte idée que de toute façon, au bout de quelques temps, je voudrais évoluer de nouveau, reprendre un poste de DRH, etc. Ouais. Donc, voilà, les recruteurs ne voulaient pas prendre ce risque-là. Et finalement, j'ai replongé pour, entre guillemets, plonger. C'est pas négatif, mais... Rempilé. Voilà. J'ai pris un poste de DRH. C'était un poste qui était intéressant parce que c'était une fonction qui était à développer dans une entreprise qui était en train de se développer complètement. Donc, j'ai recommencé par ça. C'était dans le milieu du prêt-à-porter et je dois dire que en tout cas dans cette entreprise, ça m'a pas trop convenu au niveau des méthodes de management. Donc très très vite, je me suis remise sur le marché en recherche et là, je suis rentrée dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. Et j'y suis restée pendant un peu plus de 13 ans et je dois dire que je me suis, dans la majeure partie des cas, je me suis régalée.
C'est bien aussi. Et c'est ce qui fait que c'était super intéressant, c'était très actif. Les entreprises fonctionnaient bien. Bon, c'était dans l'hôtellerie-restauration de luxe, hein, avec à chaque fois c'était à chaque fois soit une reprise d'un restaurant, pour pas le nommer, j'ai commencé par le Fouquet's. Ah ouais, carrément. À Paris. Tant qu'à faire. Hein, tant qu'à faire, ouais. Dans le luxe. Non, mais c'était vraiment le hasard. Hein, non, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe, le hasard, le hasard des rencontres. Des fois, c'est parce que c'est comme ça, quoi. Voilà, donc du coup, là, le Fouquet's venait de se faire reprendre par un grand groupe d'hôteliers, et donc il y avait vraiment tous les process à reprendre, des plans de formation à monter, etc. Donc c'était super intéressant. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion, je me suis très bien entendue avec le directeur général du Fouquet's, qui est ensuite parti à Monaco pour s'occuper de la campagne de rénovation et de relance d'un établissement hôtelier à Monaco. Et au bout de quelques temps, il m'a proposé de venir le rejoindre pour faire avec lui la campagne de recrutement pour redémarrer l'hôtel, intégration, formation, développement des nouveaux standards de service, etc. Et donc, j'ai sauté le pas parce que, en plus de ça, ça me faisait aussi une expérience sur la Côte d'Azur, c'est clair. Au soleil. Ça fait rêver. Je pense que rien qu'à t'écouter, tous nos auditeurs se disent « Ah ouais, quand même, elle a un parcours... Waouh !» Excusez-moi, quoi. Mais on n'y pense pas, c'est vrai. Il y a aussi des DRH dans le luxe. Il y a aussi des process à mettre en place. Ça peut sonner un peu plan industriel, mais même dans le luxe ou dans tout secteur d'activité, il y a besoin de ces rôles-là. Et moi, c'est sûr que présenté comme ça à nos auditeurs, se dire waouh, ça doit être sympa quand même de partir de Paris pour aller bosser à Monte-Carlo sur des hôtels de luxe. C'est quand même sympa. C'est sympa, mais c'est du boulot. Et c'est très exigeant. Oui, par contre, oui, c'est ce que je voulais entendre. C'est très exigeant parce que dans le luxe, encore plus que je pense dans d'autres secteurs d'activité ou l'hôtellerie économique, c'est l'excellence avant tout, hein, vis-à-vis des clients. Donc, ce qui fait que quand tu parlais des process, ça fait peut-être un petit peu industriel ou autre, mais dans des maisons comme ça, c'est vraiment absolument impératif de travailler dans le moindre détail les notions de service et donc de former le personnel et de la manière qui soit la plus, je dirais, la meilleure qui soit en fait. Hein. Ouais, l'excellence, quoi. C'est ce que tu as dit. Hein. L'excellence et sachant que c'est des clients très très exigeants qui peuvent peut-être par une simple notation faire une catastrophe pour la renommée du produit, on va dire. Exactement. Ok, mais bon, ok. Et donc... mais en même temps, c'est un milieu qui est intéressant. Tu rencontres énormément de monde, avec d'ailleurs des gens qui viennent de plein de nationalités différentes. Hein. Monaco, c'est relativement international. Hein. C'était presque une expatriation pour moi, parce qu'en plus, ça n'est pas le droit du travail français. Donc, tu es vraiment obligé de reprendre presque à zéro tout ce que tu connais présent dans ta vie professionnelle. Et puis, par ailleurs, alors vraiment très, très actif, beaucoup de choses à faire, etc. Mais c'est aussi un lieu où particulièrement, j'ai rencontré des fameuses problématiques de stress au travail. Oui, je peux imaginer, une grosse pression. Parce que c'est à la fois à cause du degré d'exigence et parfois des clients qui sont vraiment, qui étaient vraiment très, très, très difficiles à gérer. Et puis, de toute façon, c'est le coup de feu. Enfin, quand tu as un hôtel et restauration, l'hôtel, il est ouvert 7 jours sur 7. Il y a vraiment des moments, des grosses arrivées clients ou des gros départs clients. Le restaurant, c'est les différents services. Et donc, il y a toujours des moments où le personnel est dans une urgence importante. Qui, en plus, ça doit être du zéro défaut tout le temps. Donc, ça met un stress énorme au niveau des équipes, ça met un stress énorme au niveau des responsables de service. On travaillait avec des grands noms dans cet établissement. Hein. Il y avait notamment le partenaire culinaire, c'était Joël Robuchon. Donc, j'imagine que le chef qui était aux commandes, il avait un certain niveau de voilà, vis-à-vis de ça, quoi. Il fallait vraiment... donc, je peux imaginer. J'imagine, en plus, c'est des disponibilités à 100%.
Exactement. Et donc, du coup, ça fait peser un stress sur les équipes de direction qui redescend forcément au niveau du reste des équipes. C'est quelque chose ça rend malade le stress, quoi, à la longue. Ouais, Hein. ouais. Ça occasionne énormément alors d'absence pour maladie, pas tellement parce que les gens, moi j'ai admiré Ils ont un énormément engagement, leur ouais. dévouement. Ouais, le Ah ouais, dévouement, c'est leur ça. engagement, leur dévouement, ils étaient là, ils faisaient des heures incroyables. En plus, dans l'hôtellerie-restauration, c'est pas un mystère. Depuis fort longtemps, il y a un déficit de personnel. Donc, du coup, ça fait que ça rejaillit forcément sur les autres. Hein. Tu es obligé de plus travailler parce qu'il y a des postes qui sont vacants. Ouais. Donc, j'ai vraiment beaucoup admiré leur dévouement, mais c'est vrai que très très régulièrement, il y avait des gens qui craquaient, il y avait un turnover extrêmement important, des difficultés de recrutement, et puis des personnes qui avaient des comportements inadaptés, qui, sous l'effet du stress, se retrouvaient soit très passifs à accepter tout et n'importe quoi et finir en burn-out, soit agressifs. Ouais. Avec du coup des difficultés relationnelles au sein de l'entreprise. Mais Voilà. c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est ce qu'on peut voir dans notre industrie à d'autres niveaux. Hein. Le stress a du bon ponctuellement, mais sur du continu ou en permanent, comme ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est là où tu as découvert un peu cette thématique sur laquelle on va aborder, la gestion du stress ou le coaching sur comment gérer le stress ou le malaise psychique. Parce que je crois que tu l'as résumé. En fait, une personne mise en situation de stress intensif, au final, il y a deux résultats. C'est soit, comme tu l'as dit, en mode passif et il se fait manger et c'est la dépression, soit en mode survie, en mode agressif qui apporte à des comportements complètement aberrants possibles. Je ne sais pas si c'est la bonne terminologie médicale. Désolé chez les auditeurs, je ne sais pas trop mon domaine, mais on l'a tous un peu vécu. Hein. Moi, même personnel, je me rends compte que quand à un moment on est en stress, on se rend compte que notre langage ou notre manière de communiquer, que ce soit avec les employés, le management ou même en privé, une certaine agressivité, peut-être directive des fois, mais qui peut être à la limite de l'agressivité et qui peut être due à un malaise de ne plus savoir gérer les priorités quand il y a trop de stress. Le choix de comment gérer sa situation. Donc c'est intéressant. Donc ça veut dire que cette situation, tu as passé combien d'années là-dessus dans le luxe, dans l'hôtellerie de luxe à Monte-Carlo? Alors à Monte-Carlo, j'y suis restée 10 ans en Ok. fait. Ah ouais. Ouais, j'y suis restée 10 ans. Donc j'ai eu largement l'occasion de constater ces problématiques. Et en fait, j'y suis restée 10 ans parce que c'était intéressant et que c'est très attachant, quoi. Et comme je le disais, ces personnes tellement engagées, tu as envie vraiment de rester à leur côté puis de les aider. Mais d'un autre côté, je veux dire que même pour moi-même, c'était quand même usant. Ouais, il faut te protéger, quoi. Se protéger. Voilà, ouais, tout à fait. Et puis est arrivé un moment où, tu vois, justement, j'avais vraiment envie d'aider les individus plus spécifiquement sur toutes ces problématiques-là d'emploi, de stress, de se retrouver peut-être à une juste place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup se rendaient compte que c'était pas leur place et c'était pas le bon secteur pour eux. Ils étaient souvent perdus parce que ils voulaient partir, ils voulaient sortir de l'hôtellerie, mais ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Et tout ça, c'était pas quelque chose moi que je pouvais faire en étant DRH dans cet établissement. Je ne pouvais pas les aider parce que quand tu es DRH, tu sers avant tout la stratégie de l'entreprise. Donc c'est pour ça que au bout de ces 10 ans, j'en avais fait le tour et j'avais vraiment envie, pour le coup, de sortir de ce métier de DRH et d'aller vers un métier d'accompagnement des personnes dans un premier temps pour les aider justement dans leurs emplois dans le domaine du coaching et également du bilan de compétences pour les aider à s'orienter, pour ceux qui avaient des problématiques d'orientation. Donc du coup, je me suis formée au coaching pour être certifiée et faire les choses sérieusement, avoir des bons outils, qui puissent être vraiment aidants pour les personnes. Et j'ai travaillé pour des organismes, des centres de conseil en bilan de compétences, des agences de conseil en ressources humaines, pour accompagner des personnes justement à mieux trouver leur place dans
en situation professionnelle Mhm. pour l'aider à mieux gérer leur profession, leur parcours ou régler leurs problématiques à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle ils se trouvaient. Et c'est vrai que là, j'ai continué et je dirais que ça a encore accru le problème. Je me suis rendu compte que toutes les personnes pratiquement qui venaient me voir étaient des personnes qui très souvent étaient au bout du rouleau, étaient pratiquement en phase de burn-out pour toutes ces raisons de difficultés relationnelles en entreprise, de stress, de changements permanents qu'on leur imposait. Et avec des difficultés d'adaptation pour ça. Donc trop tard, Voilà, trop tard dans le process, si on peut voilà, dire. trop tard. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Tu dis exactement le terme. C'était trop tard et c'était même trop tard pour eux, quelque part, pour réfléchir de manière coordonnée, sensée, efficace, créative. Bon, Mhm. voilà, j'ai fait tel parcours. Comment je peux rebondir? Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aime? je peux faire Mhm. d'autre? Voilà, trouver des autres idées. Ils étaient tellement cuits qu'ils en étaient même plus capables, Joël. Ok, ouais. C'est intéressant ça parce Voilà. que c'est un peu. Alors après, je peux dire à mes auditeurs ici le dire, ça nous arrive à tous de passer par ce genre de phase en se disant, voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Bon, je vais pas dire la crise au bout d'un milieu de carrière, se dire, bon, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'attire? Quelles sont mes valeurs? Et je pense que c'est un peu ça le bilan de compétences. Quand tu as dit que tu avais fait un bilan de compétences à la trentaine, c'est intéressant. En fait, il faudrait le faire tous les 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, à partir d'un certain temps de carrière. Et c'est vrai que les gens ont plus tendance à le faire, à la crise de la quarantaine, si tu permets d'utiliser le terme, ou se dire, bon, ou avoir fait 10 ans, 20 ans de carrière dans un type de métier et se dire, ok, faisons un bilan de compétences. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens font. Prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir, de voir le parcours, le chemin parcouru et vers quoi on veut aller. Parce que des fois, les objectifs évoluent par rapport à la phase de vie, ce qu'on a fait. Donc du coup, tu t'es formé à tout cela. Tout ce que tu faisais en bilan de compétences, coaching, en accompagnement, tu le faisais donc en langue, tu le fais en langue française et tu le faisais en France, j'imagine. Oui, tout à fait. Ok, Là, j'étais en fait sur la Côte d'Azur. Hein. ok, J'habitais à Nice à cette époque-là. Et donc, j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans, enfin de 2014 à 2021. ok. En parallèle de quand tu Euh, étais au travail, non, c'est ça, j'imagine ou... C'était mon emploi, on va dire, à temps complet, hein, mais je Ok, travaillais pour plusieurs organismes qui faisaient, voilà, qui proposaient des prestations de coaching, de bilan de compétences, ok. d'accompagnement à la validation des acquis d'expérience aussi, la VAE. J'ai fait quelques prestations dans ce sens. Et comme tu le dis très bien, avec donc des personnes qui... Bon, on avait aussi des personnes qui, comme tu le disais, prenaient le temps de s'arrêter un jour pendant leur parcours en se disant, bah, tiens, je ferais bien un petit peu le point pour réfléchir à mon évolution future. Il y avait des personnes qui faisaient ça, mais l'énorme majorité, c'était des personnes qui faisaient en extrême limite parce que soit ils venaient de se faire licencier, parce que il y avait trop de souffrance au travail dans leur poste actuel. C'était vraiment ça. Et c'est cette catégorie de personnes qui m'a incité, moi, à me spécialiser en sophrologie. Et là, on vient au sujet qu'on Euh, voulait parler, la sophrologie. Peut-être pour les auditeurs, pour moi aussi, bon, j'ai un peu googlisé, je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise maintenant. La sophrologie, commençons peut-être par ça, si ça ne t'embête pas, Nathalie. Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, j'ai une définition, tu me corriges. C'est le contrôle, la domination de la douleur ou de la maîtrise et du malaise psychique, entre autres. Est-ce que c'est ça? Apprendre à se relaxer ou comment tu... Explique-nous. Ou j'ai complètement alors, faux. Tu peux dire si j'ai tout. non, c'est pas faux. C'est vrai que par exemple, utiliser la sophrologie, ça peut t'aider en effet, par exemple, les aspects thérapeutiques, à améliorer ta perception de la douleur. Ok, ok. Par exemple. Mais moi, je dirais plus largement, en fait, alors quand on donne la définition, ce qu'on apprend à l'école, Sophros. on apprend que la sophrologie, c'est une technique thérapeutique psychocorporelle qui a pour objectif d'améliorer finalement ton potentiel grâce à l'écoute de tes ressentis. Alors, Ouf. c'est un peu obscur comme ça, Ouais. mais si je t'explique, Explication de texte. je vais décomposer. Oui. Psychocorporel, c'est parce que c'est donc une technique qui va finalement faire travailler à la fois le corps et l'esprit.
d'accord, l'aspect physique et l'aspect mental. Comment? Par le biais d'exercices où tu allies la respiration et des mouvements corporels. Voilà. Et quand tu fais ces exercices-là de respiration, de mouvements corporels, tu te concentres, te focalises sur ta respiration et tes mouvements corporels et ce que cela provoque comme ressenti, intérieurement parlant. Donc se recentrer. Que ce soit les ressentis corporels déjà, qu'est-ce que ça me fait au niveau du corps? Si par exemple je respire, je prends une grande respiration abdominale, qu'est-ce que je sens au niveau de l'abdomen, du ventre? Si je bouge mes épaules, je me rends compte en bougeant les épaules que c'était vachement crispé et ça va m'aider à les détendre. Donc voilà, c'est des ressentis corporels. Ce sont des ressentis qui peuvent être aussi émotionnels. Le fait de travailler sur la respiration, etc., ça peut provoquer tout à coup des émotions tout le temps qui montent et puis que tu ne maîtrises pas vraiment. Et puis, ça peut être également des ressentis mentaux. Voilà, donc l'idée de cette thérapie-là, c'est vraiment de travailler grâce à ces exercices sur la connexion à soi. De pouvoir te concentrer sur ta respiration, sur tes mouvements, sur ce que tu fais et ce que ça te provoque intérieurement. Ok. Ça me fait penser un peu à des exercices qu'on avait eu des fois dans des départements où on avait des exercices, alors c'était en allemand tout ce qui était ancrage, avec de la respiration, le fait de se poser ensemble, on peut le faire n'importe où, sur sa chaise, apprendre à respirer par le nez, inspirer par le nez, expirer par la bouche, se focaliser sur un endroit qu'on apprécie, qui nous permet je crois que ça, on appelle ça le point d'ancrage, je crois, où on vous dit de penser à un endroit où vous êtes détendu bien et d'utiliser ça, cette visualisation mentale pour, par exemple, quand on est en situation de doute. Alors peut-être je mélange un peu tout, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu ta définition, tes explications sur un peu la sophrologie, comment gérer stress, yoga et autres. Voilà. C'est ça, hein? Exactement. Okay. Parce que là, tu emploies un mot que j'allais aborder également quand tu parlais de la visualisation mentale. Ouais. C'est le troisième moyen qui est utilisé dans les exercices de sophrologie, justement. Okay. En fait, tu as 3 moyens dans chaque exercice. Donc, la respiration, qui est une respiration contrôlée. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire attention, tu inspires, tu bloques ta respiration, puis tu expires. Et donc ça te permet d'oxygéner ton cerveau, ça te permet de détendre ton corps, ça te permet de te focaliser et donc de te concentrer sur ta respiration. Le deuxième moyen, ce sont les mouvements corporels, sachant qu'en fait, le fait de faire des mouvements, de contracter les muscles, puis de les détendre, ça va emporter une détente corporelle, et la détente corporelle entraîne la détente mentale. On le voit bien avec le sport, par exemple. Et puis, le troisième moyen, c'est la visualisation, en effet, mentale. Donc là, l'idée, c'est que pendant les exercices, tu vas visualiser des situations qui sont de nature positive. Le but, c'est... Alors, on va imaginer que, par exemple, dans un exercice, tu fais cet exercice pour trouver du calme. Donc, tu vas visualiser une image qui t'est propre et qui tu sais que ça t'apporte du calme. Par exemple, moi, quand je fais ce type d'exercice, je visualise un paysage que j'aime beaucoup, qui est en Provence, qui est l'abbaye de Sénanque. C'est une magnifique abbaye et devant un champ de lavande. C'est joli. C'est une belle image, chers auditeurs. Voilà. Alors, ils imaginent un peu ça parce que c'est vraiment, il y a une harmonie et un calme qui se dégage, je trouve, de ce paysage qui, moi, en tout cas, me remplit de calme. Donc, je fais ma respiration et mes mouvements et puis je pense en même temps à ce paysage. C'est fait comme si j'inspirais en moi ce paysage et ça me provoque un ressenti de calme positif. Et l'idée de ça, c'est comme d'ailleurs Noz ou toutes ces techniques yoga, qui utilisent la pleine conscience, c'est que quand tu visualises des choses qui t'apportent des ressentis positifs, des pensées positives, la pensée positive qui te fait du bien, elle te fait autant de bien que si tu la vis en réalité. Un peu comme la loi des attractions aussi. C'est le même plaisir de le voir que de le visualiser. Exactement. Donc, de faire ça de manière répétée, fréquemment, tu vas ressentir
du plaisir, plus souvent dans ta vie. Le fait que tu aies des pensées positives, ça va te générer des actes positifs. Les actes positifs vont te mettre dans de bonnes dispositions pour avoir de nouvelles pensées positives. C'est le circuit de la récompense. Et du coup, tu vas mettre en œuvre aussi des choses positives et ainsi de suite. Un cercle vertueux. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. C'est un cercle vertueux. Donc, ce qui fait que dans un accompagnement de sophrologie, l'idée, c'est de déterminer en premier entretien avec le client ou la cliente ses besoins. Donc, par exemple, ça va être la personne a besoin déjà de se calmer, de se détendre physiquement. Et puis, elle a besoin de se détendre mentalement. Et puis, peut-être, elle a besoin de prendre du recul par rapport à sa situation professionnelle, par exemple, ou sa situation d'expatriation, puisque là, on n'est plus sur ce domaine-là. Et puis, elle a peut-être besoin de retrouver de l'énergie, peut-être besoin d'améliorer son sommeil, elle a peut-être besoin de retrouver de la confiance en elle, etc., etc. Donc, dans cet entretien-là, on va vraiment, moi, je vais faire parler la personne pour qu'elle m'explique de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui se passe en elle et qu'est-ce qu'elle a besoin de retrouver pour rebondir et repasser à l'action, finalement, si elle est à l'arrêt. Et puis, en même temps, je vais lui demander aussi quelles sont les choses qu'elle aime faire, quels sont les lieux, les activités qui lui font du bien et quoi. Qu'est-ce que ça lui apporte comme bien? Est-ce que c'est de l'apaisement? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du dynamisme, etc. Et donc, alors voilà, elle va m'expliquer, moi j'écoute beaucoup de musique parce que ça m'apaise, etc. Ou alors je fais de la sculpture parce que ça, du coup, ça me donne de l'estime de moi, je suis fière de ce que je fais et tout ça. Donc, elle me donne plein de matériel que moi, ensuite, je vais réutiliser dans mes visualisations avec elle au cours de l'accompagnement, pouvoir, par exemple, provoquer en elle, justement, qu'elle retrouve un peu plus d'estime d'elle-même, ou en tout cas qu'elle puisse trouver des sensations de calme et qui soient faciles à faire chez elle sans moi par la suite de manière autonome. Ok, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment ce genre de thématique où ce que tu fais, genre, on l'avait vécu dans un département où il y avait quelques tensions dans l'équipe et on avait quelqu'un qui avait accompagné toute l'équipe pour faire justement refaire ce travail de détente des objectifs d'une équipe pour reconstruire l'équipe, quoi. Et c'est vrai que ça permet, après, j'imagine, toi tu fais ça, l'accompagnement en one-to-one, j'imagine, par personne, suivant un coaching combinant le coaching et le travail sur de la sophrologie, quoi. C'est ça, hein? Oui, alors en fait, pas seulement one-to-one, hein, okay. Je fais aussi pas mal en groupe aussi? Pas mal d'animations en groupe, Okay. parce que finalement, c'est en groupe. Alors bien évidemment, j'ai pu trouver cette personnalisation avec des images qui vont bien pour la personne, etc. Oui. Mais ce sont des groupes qui ont les mêmes thématiques, oui. Les mêmes problématiques, etc. Par exemple, tu parles d'une équipe qui est à reconstruire parce que l'ambiance est détériorée, etc. Ouais. Et avec cette équipe-là, il faut travailler d'une part sur, en effet, quels sont les besoins, sur quoi il faut travailler, et puis d'autre part, quel est le vécu collectif de cette équipe, mais de manière positive, parce que sûrement cette équipe-là, elle a fait aussi des choses ensemble sympas, elle a travaillé sur des projets qui se sont bien passés et autres, et donc tu vois, on fait quand même ce même travail de préparation, mais là cette fois-ci de manière collective. Ok, super. Hein, donc, et sinon, oui, one-to-one, et en fait, moi, mes cibles de clientèle, entre guillemets, je travaille pas mal avec des particuliers qui vont être souvent des managers, justement, qui ont des difficultés avec souvent la gestion des émotions. Et on sait que la gestion des émotions, c'est crucial surtout pour un manager. Quand on gère une équipe. Ça détend très vite sur les équipes. Si le manager commence à douter, à perdre pied, les équipes le ressentent très vite. Cette discussion, je l'ai eue par le passé dans des équipes où posait la question et le chef d'équipe, ça avait été accompagné justement par les RH en proposant dans un grand groupe, donc ils ont aussi la possibilité de voir, ok, on va mettre un coach, faire un peu de sophrologie et accompagner les équipes, parce que les équipes étaient en conflit total avec le chef d'équipe, quoi. Et c'est vrai que, et que tu le vois, toi, en tant qu'externe, tu vois le chef d'équipe qui s'isolait loin de ses équipes.
en te disant il vient d'arriver dans une équipe, d'être accepté. Et au final, bon, il faut un certain temps. Hein, il y a différents, j'imagine, des niveaux d'adhésion des équipes avec son manager. Mais pour un manager, moi je me suis trouvé des fois dans la situation à gérer des équipes où il y a beaucoup d'émotions, quoi. Et c'est très dur, il n'y a pas tout à transmettre, quoi. Oui, tout à fait. Ça, ce qui est grave, c'est ça, c'est que si le manager ne va pas bien, en fait, le problème souvent des entreprises, c'est que on s'occupe pas tellement finalement des managers. Non, on s'occupe des employés, ouais. Le bien-être, machin. Ouais, on s'occupe des employés, on s'occupe juste du problème et on s'occupe pas de la source. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est relativement fréquent. Et souvent, les managers, ce sont les premiers, entre guillemets, je dis pas qu'ils souffrent plus, mais ce sont les premiers à être en souffrance. Parce que souvent, en plus de ça, ils sont entre deux chaises. Hein. Ils sont entre la direction. Oui. Voilà, entre la direction puis les employés, ils partent pas. Et puis il y a le client. Les décisions que la direction veut lui faire prendre, mais il est bien obligé quand même de le faire, et en plus de ça, il est obligé de dire qu'il y croit. Ouais. Je pense que ça doit parler à beaucoup d'auditeurs, là. Je pense. Et bon, moi, c'est vrai qu'en tant que DRH, je veux dire, j'ai largement eu le temps de me rendre compte de tous ces problèmes-là, quoi. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai décidé d'arrêter de faire ce métier-là pour devenir coach, et bien cette catégorie-là, j'avais vraiment envie de m'en occuper, parce que je me suis dit, si on s'occupe des managers, ça marchera beaucoup mieux derrière. Si la tête d'une structure fonctionne bien, le reste suit. C'est ça qui est malheureux à dire. Et alors c'est intéressant parce que je remarque ça, je regardais un peu sur des coachs. Je me rends compte que souvent les gens qui partent faire du coaching pour les managers, c'est des anciens DRH qui ont vécu les deux côtés, quoi. De dire bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et c'est vrai on forme les managers, oui et non. Certains vont arriver à des postes de management par promotion, hein, on va dire, l'évolution d'une carrière, hein, c'est ce qu'on connaît aussi tous, ou quelqu'un qui est très très bon techniquement, comment on va faire pour le promouvoir, on va le faire évoluer dans l'équipe, on va le faire monter à chef d'équipe, mais des fois ces gens-là sont peut-être pas équipés pour ça, ils n'ont pas le lien avec ça, mais ils se retrouvent dans une situation qui est des fois en échec. Après, il y a les experts managers, on va dire, qui sont formés à toutes les techniques de management, hein, qu'on peut dire dans des grandes écoles, commerce et autres, MBA et autres, mais qui perdent le côté, ils sont déshumanisés. Et ceux-là aussi, ils doivent souffrir. Certainement, oui. Okay. Parce qu'ils ne sont pas forcément légitimes vis-à-vis des équipes non plus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, on part un peu sur des sujets RH, mais je trouve que c'est super intéressant. Super intéressant ton parcours, puisqu'en fait, ça donne du sens pourquoi tu es actuellement donc, à ce niveau-là. Donc, depuis 2021, tu as fait ta formation, si on peut résumer un peu, certification en 2017 avant. Donc, tu as fait toute une continuité pour te donner le bagage ou les outils et la méthodologie de ce que tu as vécu aussi. Hein. Je ne veux pas dire que tu ne l'avais pas avant en RH. Là-dessus, je peux pas dire. Et donc, actuellement, parce qu'on discute beaucoup, hein, j'espère, chers auditeurs, que vous êtes encore là, auditrices aussi. Du coup, j'espère que voilà, c'est des thématiques intéressantes. En quoi est-ce que tu as peut-être, est-ce qu'on aborde un sujet plus en détail, ou est-ce que tu as d'autres thématiques peut-être à nous partager ? Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis 2021, je suis en Allemagne quand même. Et oui, c'est pour ça. Voilà, donc je suis arrivée en Allemagne comme beaucoup, je pense, d'expatriés, hein, par amour, on va dire. Ouais. Ma belle famille est allemande, et puis là, on arrive à l'époque de notre âge où nous avons petits-enfants qui arrivent, et on avait envie vraiment qui vivent donc en Allemagne, et on avait envie de profiter de cette phase de la vie aussi, de voir grandir les petits-enfants. Ouais. Donc je suis installée de fait depuis 2021 à Aachen, Aix-la-Chapelle. Ouais. Et donc là, ça a été encore une autre phase finalement de ma vie, parce que arrivant en Allemagne, là j'ai dû finalement
construire mon activité à distance, parce que j'ai continué à travailler quand même avec des Français en France, et puis me tourner vers un nouveau public qui est le public français francophone, en Allemagne ou en Belgique, par exemple, puisque c'est vraiment tout à côté de chez moi. Ouais, t'es à l'angle, là. Voilà, des personnes qui sont expatriées. Et donc, j'ai développé encore plus mes activités, justement, de sophrologie et de travail sur la santé mentale, etc. Et là, auprès de ce nouveau type de public. Okay. Et je me suis rendu compte que les expatriés, enfin les personnes en expatriation, souvent, et d'ailleurs souvent les femmes, rencontrent des problématiques justement d'intégration, d'insertion et autres, parce que souvent ils suivent leur mari, qui a été par exemple muté quelque part en Allemagne parce que il est diplomate ou ingénieur ou autre, et elle se retrouve dans complètement dans. Puis ça, de toute façon, c'est commun à tous les pays dans le monde, vraiment. Et ces femmes se retrouvent avec besoin de retrouver du travail. Ouais. C'est souvent difficile. Elles ne maîtrisent pas forcément la langue non plus du pays où elles arrivent. Et donc ces femmes-là, bien souvent, créent justement leur propre entreprise, leur activité pour pouvoir trouver leur place. Et ça s'accompagne de beaucoup de stress, parce que c'est aussi un sacré parcours de combattant de créer son entreprise. Donc je le sais parce que je suis passée par là. Ok, donc tu accompagnes. Ah, très bien, donc tu accompagnes aussi là-dessus. Alors on a un épisode précédent là-dessus sur la création d'entreprise. Je vous invite, chers auditeurs, à l'écouter. Ça doit être l'épisode juste avant toi, le 82, création, la GmbH. C'est vrai que après il y a aussi les associations comme soit la Ruche Munich qui sont passées ici, la Ruche Hambourg sur le même modèle. Ah oui, je crois que c'est là où on a dû se croiser. Mais dans le sens, le changement culturel il faut avoir un sacré caractère. Et des fois, on part avec, des différences culturelles qui sont assez difficiles à accepter d'un côté ou de l'autre. Moi, je le vois pour des femmes qui sont arrivées. Et c'est vrai que j'ai accompagné pas mal dans les cellules emploi ici à Hambourg. On voyait beaucoup de profils au début, comme tu disais, l'épouse qui accompagne le mari pour un poste, ou une épouse qui a fait sa carrière en France, qui a fait une pause pour élever les enfants. Bon, ça fait un peu, à notre époque, un peu, macho, je trouve. Mais il est que le fait que, besoin de retourner à l'emploi. Et c'est pas toujours évident parce que la reconnaissance, les rôles en Allemagne sont encore assez marqués paternalistes. Malheureusement, ça change. Ça change. C'est vrai que la femme française plus indépendante arrivée ici, moi je connais beaucoup d'amis qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas que quand ils déposaient leur enfant, au bout de quelques semaines en Kita, les Allemands traitant les mères de Rabemutter, la mère corbeau, qui abonne ses enfants. Alors que voilà. Mais bon, je m'égare un peu, chers auditeurs et auditrices, vous me connaissez. On part sur notre thématique. C'est vrai que donc cette expérience d'expatriation, j'avais une question pour toi. Tu maîtrisais l'allemand ou tu l'as appris aussi sur le tas, ou comment ça s'est passé? Eh bien... Ah ok, c'était la question piège. C'est-à-dire que je suis arrivée avec un niveau très basique. Ok. Et puis, je fais des progrès, disons. Pas de jugement, Nathalie. Pas de jugement, il n'y a pas de problème. Non, bien sûr. Ça m'embête pas du tout. J'en ris moi-même, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est clair, par exemple, si je ne travaille pas en allemand. Oui. D'accord. Ouais. Voilà. Je l'utilisais pour le quotidien, puis ça commence à aller à peu près, mais en revanche, je travaille vraiment les francophones. Non, mais la question était en fait pas piège. La question est aussi que l'intégration culturelle, et moi je le répète très souvent avec toutes ces associations, commence par là. Après, ça dépend du niveau dans quel domaine on veut travailler. Je sais que pas mal de personnes, soit en travail international, ils se disent si je vis en Allemagne, c'est ponctuel, donc ma langue de travail c'est l'anglais. Donc, je n'investis pas dans la langue allemande, mais tu perds le lien, l'intégration ou le vécu en local, qui est aussi important. Donc, tu vis je ne vais pas dire en vase clos, mais dans une autre bulle. Mais c'est pour ça que j'aime bien le répéter en disant, voilà, et c'est comme partout. Tu vas dans un pays, le fait de parler la langue ou de ne pas la parler, soit te donne une possibilité d'intégration et de découvrir, d'être intégré,
Et le fait de ne pas avoir la langue, ça te ferme certaines portes, quoi. Et c'est pour ça, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Il y en a certains gens qui ont des facilités avec les langues, d'autres qui en ont pas, qui ont vécu que dans une langue. C'est pas évident. Donc c'est pour ça la question. Mais c'est bien aussi de le préciser. Donc ton accompagnement s'adresse principalement aux francophones et francophiles. Donc dans leur accompagnement, j'imagine gérer le stress aussi lié à l'expatriation, quoi. Donc c'est très bien. Exactement. Mais écoute, exactement, tout à très fait. très bien. Et est-ce qu'on veut aborder la partie entrepreneuriat ou peut-être pour une autre fois, j'en sais rien, ou peut-être le résumer en une phrase, Volontiers, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, je trouve. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'anime un atelier auprès d'un public de femmes qui sont en train de se mettre à leur compte, créer leur activité. Et je fais ça avec une collègue qui est coach, qui accompagne les femmes dans leur communication pour tenir une visibilité en tant que créatrice d'entreprise. Et moi, je les accompagne pour justement leur permettre de gérer leur stress face à cette phase relativement complexe. Travailler la création d'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Je prépare des accompagnements et que je trouve essentiel pour pouvoir finalement pour pouvoir vivre de son activité sans attendre trop. C'est très 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 important d'être bien avec soi-même et de ne pas être trop stressé pour pouvoir penser de manière efficace et de pouvoir poser les bonnes actions, apprendre à communiquer de manière authentique, puis ne pas se laisser abattre par les aléas et les aléas de la création d'entreprise, les différentes phases qui sont relativement compliquées. Et c'est bien de le dire parce que des fois, c'est des montagnes russes. Hein. Émotionnellement, c'est pas évident. Je pense qu'on a eu des auditeurs qui sont déjà passés et c'est un peu ce qu'on veut partager ici, les entrepreneurs, de dire, bon, tout le monde se dit, bon, ça y est, je suis à mon compte, je suis mon propre chef, c'est parti, ça va marcher de folie. Et puis, il y a des phases, vous mettez des choses en place, vous vous attendez à que ça parte dans tel et tel sens, et en final, ça, comme on dit, ça part complètement à l'opposé. Les résultats, les actions mises en place apportent des résultats autres ou complètement catastrophiques. Et il faut, comme on dit, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché des fois, ou être bien accompagné pour quand on touche le fond, on va dire, de repartir vers le haut. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, faites-vous accompagner. Moi, j'aime bien répéter cet exemple. Ce conseil, c'est faites-vous accompagner. Si ça ne marche pas d'un côté, il faut recommencer ailleurs. Il y a toujours des alternatives. Et puis accepter. C'est l'élément un peu qui nous bloque. C'est notre fierté. Se dire, si ça ne marche pas, c'est bon, mais tant pis, on aura essayé. Mais peut-être apprendre de ses erreurs, de s'arrêter et de peut-être retenter autre chose, quoi. Écoute, Nathalie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça ? J'en dis trop, peut-être ? Un conseil pour la route ? Un conseil pour la route, moi je dirais, prenez soin de vous parce que ça a été tellement vilipendé pendant le Covid. C'est lourd. Pensez à vous. On a l'habitude, quand on est malade, on va chez le médecin, on se soigne. Quand on va pas bien psychologiquement, mentalement, c'est déjà beaucoup moins. On le fait beaucoup moins. Et on ne pense pas, par exemple, que quand on est face à des challenges, il faut aussi se préparer mentalement et être solide et en bonne santé de ce point de vue-là. Voilà, donc le conseil pour la route, c'est ne pas négliger cet aspect et de travailler sur soi-même et de se faire aider pour réguler son stress, pour pouvoir se sentir mieux et aller de l'avant. Écoute, je pense que c'est super, Nathalie, je te remercie. Un petit rappel de tes coordonnées pour aller plus loin avec Nathalie. Donc, ton site internet ? C'est nataliepasquier.com. Tout simplement. Et on peut la retrouver aussi sur LinkedIn, je crois. Donc en cherchant Nathalie et Pasquier, vous aurez tous les liens aussi dans le blog qui accompagne cet épisode. J'espère, chers auditrices et chers auditeurs, que vous avez écouté ça jusqu'au bout. Passionnant tout ce que nous raconte Nathalie, comme tous nos invités, j'aimerais dire. Toujours des thématiques très variées et toujours ce motto derrière dans l'entrepreneuriat en disant voilà, il ne faut jamais négliger tous les aspects qu'il peut y avoir quand vous vous lancez à votre compte. Donc merci Nathalie de ton passage et je te dis merci et à bientôt. Merci beaucoup Joël, à toi et à bientôt également.
Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https://fr.tipeee avec 3 tipee.com/ le podcast de Monsieur Joe. Et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.